Alors voguer, le titre du livre fait notamment référence au voguing, qui est une danse qui a émergé, disons, dans les années 80, au milieu des années 80 aux États-Unis, à New York. Et mon premier contact, ma rencontre avec cette danse est passée par un film qui date du début des années 90 et qui est un petit peu culte, qui s'appelle Paris is Burning, et dans lequel la réalisatrice, qui s'appelle Jenny Livingston, filme ces danseurs dans les clubs dans lesquels ils performent la nuit, donc à la fin, à la fin des années 80. Et cette danse, en fait, ce film déjà, et cette danse m'ont posé une série de questions qui sont des questions de regard, qui sont des questions qui portent tant sur, des questions esthétiques, des questions politiques également. Et finalement, c'est ça qui a déclenché l'écriture de ce livre. Donc finalement, le voguing, disons, est abordé pas tellement comme un thème, mais plutôt comme une source d'interrogation et de questions que le livre, au-devant desquelles le livre tente en fait d'aller. Et donc se déplace, c'est-à-dire qu'il y a quand même finalement une bonne partie du livre qui est consacrée à ce film, à quelque chose qui se passe dans le visionnage de ce film, et dans notamment la rencontre médiatisée avec ces danseurs, avec ces personnes qui dansent, ces jeunes hommes. Et puis ensuite, le livre aussi se dirige, prend d'autres directions, de façon... ça s'est fait de manière assez empirique, vraiment au fur et à mesure que j'essayais de comprendre, en fait, ce qui se passait dans ces images et dans le lien que je commençais à entretenir avec elles. Donc le livre, il est composé en 5 chapitres, et chaque chapitre est une sorte de portrait. Et un portrait d'une personne qui est réelle. Donc, en fait, c'est aussi des personnes qui ne sont plus là, c'est des personnes qui sont mortes. Il y a deux protagonistes du film. Le premier qui disparaît pendant le tournage, en fait. Il est assassiné durant le tournage du film, donc le film en témoigne. Un deuxième personnage, cette deuxième figure dont on sait qu'elle a disparu plus tard des suites du sida, puisqu'on est aussi en plein dans ces années-là. Et puis ensuite, il y a un personnage qui est anonyme et qui est ancré dans le présent. C'est un jeune homme anonyme quelque part qui vient, pour moi, rencontrer, re-questionner ces images des années 80, et comment est-ce qu'aujourd'hui, finalement, les questions de lutte qui sont internes à cette danse sont toujours actuelles. Et puis ensuite, il y a deux portraits qui sont des portraits de lectrices, et un petit peu décalés. Il y a finalement une sorte de portrait en creux de Pasolini, mais à travers le prisme de son amoureux, et un portrait de Kleist, et à travers aussi une sorte de fiction qui est empruntée à Christa Wolf, et qui imagine dans un de ses livres une rencontre entre Kleist et la poète Caroline von Gunderode, qui est totalement une histoire fictive, mais vis-à-vis de laquelle j'avais aussi envie de porter une sorte de regard, qui est un regard un petit peu élégiaque, puisque finalement c'est aussi cette suite de portraits, c'est aussi oui, en effet, je les appelle prières, comme alors la question élégiaque qui se pose ici, pour moi, c'était comment est-ce qu'on peut porter un regard ou un deuil, disons, quand il ne s'agit pas de proches, que ce sont et puis surtout c'est des personnages qui sont qui appartiennent un peu au registre de la fiction pour la spectatrice que je suis, pour la lectrice que je suis. Et comment est-ce qu'on peut prendre en charge quelque chose dans une forme un petit peu élégiaque de ces disparitions, pour les célébrer, en tout cas ces vies et ces formes dont elles ont été, qu'elles ont créées.
Et c'est une question qui est problématique. Enfin, en aucun cas, il s'agit de quelque chose de simple, mais ça m'a aussi semblé nécessaire de le faire dans ce livre. La forme, elle est effectivement très hybride, puisque bon, je considère que c'est un livre de poésie, mais il y a effectivement des éléments de narration. Il y a même une forme de, j'appelle ça de la micro-théorie, enfin voilà, des sortes de façon très condensée, des espèces de petites propositions théoriques. En fait, ce qui est certain, c'est que toutes les questions que m'ont posé le voguing, disons, sur la question du mouvement, du regard, de l'intrusion, en fait, je me les ai su poser dans le langage. Donc, finalement, c'est aussi pour cela que le livre est très composite en termes de forme. C'est que, comme la question est sans cesse sur la table, il n'y a pas de réponse unique, et surtout, il n'y a pas une réponse unique pour chacun des figurants ou des figures auxquelles je rends un petit peu une sorte d'hommage. Et il y a quelque chose qui est très composite. Je ne sais pas comment l'expliquer sinon que comme ça. Mais en effet, je pense que je pense que c'est un livre aussi qui est marqué par mes lectures. Il se trouve aussi qu'au moment où je l'écrivais, je traduisais aussi une auteure américaine qui s'appelle Dawn Lundy Martin, et qui a un travail, enfin notamment un de ses livres qui s'appelle Discipline, dans lequel il y a un travail de narration assez important. Et c'est possible aussi que ce travail actif de traduction mais aussi un petit peu pollinisé, disons, et interviennent, enfin, et sont intervenus dans l'écriture. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé pour moi dans les questions. Mais je ne sais pas si on arrête un livre quand on arrive au bout de la question, je ne suis pas sûre. Enfin, ça m'a semblé... Pour moi, il y avait une sorte d'équilibre, quelque chose qui arrivait à se boucler, comme oui, une espèce de cycle qui se clôture, enfin, qui finit par une évocation de Kleist. Alors bon, c'est pas évident non plus, hein, en partant du voguing. J'ai eu l'impression qu'il fallait que je m'arrête un certain temps. En fait, il y a aussi un aspect, c'est que ce livre, au fil de son écriture, je l'ai lu publiquement à diverses occasions, assez régulièrement. Et c'est devenu très indispensable en fait à l'écriture. J'avais vraiment besoin de au fur et à mesure, donc dans un état de travail non fini, etc., de le faire rencontrer un auditoire consentant, bienveillant, ou pas, mais en tout cas pour pouvoir sentir où le texte allait me mener et continuer d'écrire tout simplement. Et j'ai senti aussi que ce cycle de lecture, ce cycle-ci se terminait. Ce cycle-ci, pour moi, me posait des questions vraiment de lecture à voix haute, de scène, enfin très simplement, mais et quelque chose a fini par se trouver en fait pour moi dans un espace qui est celui-ci. Et ça m'a semblé tout simple, comme si tout d'un coup il y avait une sorte de ralentissement naturel. Enfin, je pourrais parler dans des termes très physiques, hein, plus que quelque chose qui est imposé par une structure que je me serais par exemple imposée dès le départ, ou qui se serait trouvée au fur et à mesure. C'était en fait une espèce de sentiment physique de c'est terminé sous cette forme, mais ça prendra certainement d'autres formes plus tard. J'écris beaucoup, oui, à l'oreille, je lis constamment à haute voix, pour moi-même, ou en marmonnant, en répétant, etc. Enfin, j'ai pas besoin que ce soit... de faire résonner le texte sur les parois des murs, mais j'ai besoin de le sentir dans la gorge, etc. Mais ceci dit, c'est toujours une écoute qui est comment dire, un peu amputée, qui est incomplète, qui est insuffisante, qui permet des choses peut-être techniquement, qui permet de tester des choses techniquement, mais qui permet pas de vraiment se rendre compte de ce que le texte, de ce qui est juste en fait, tout simplement. Et c'est vrai que dans ce livre, je me suis constamment posé cette question. Comment faire en sorte... Alors, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'artificialité pure. C'est un livre de poésie qui est très artificiel dans une certaine mesure, parce qu'il est très, comment dire,
oui, un peu ouvragé, enfin, avec différentes tentatives formelles, mais en même temps, je me suis toujours dit, bon, très bien, il y a quelque chose qui... Finalement, le décor est peut-être artificiel, les personnages sont des fictions, etc. Mais comment faire en sorte que le mouvement dans le langage, sonne juste pour moi, et puis éventuellement un petit peu pour les autres aussi. Parce qu'il y a un certain moment quand même où je me posais la question. Donc c'est à ce moment-là où, comme je vous le disais, j'ai eu rapidement besoin de le faire entendre dans un contexte formel, hein, c'était pas mes proches, c'était vraiment dans un contexte formel, avec des inconnus, dans des lieux très différents, des espaces très différents. Et là, l'écoute, en fait, elle se démultiplie, puisqu'on n'écoute plus seulement avec ses oreilles, mais on écoute avec l'écoute des autres. On écoute l'écoute, et c'est ça, en fait, qui nous donne un indicateur fiable de la justesse, bon, d'une phrase, ou alors, quand bien même elle sonnerait, elle grince, eh bien on choisit qu'elle grince, et ça se fait pas dans notre dos. Donc oui, l'oralité est très importante dans ma façon de travailler, et notamment dans ce texte. En fait, le voguing, c'est une danse qui est très particulière parce que c'est une danse qui s'inspire de poses figées et de poses des magazines féminins qui circulaient dans les années 80, donc avec effectivement Vogue qui était emblématique. Et donc c'est des poses essentiellement de femmes, de mannequins, de top modèles, très belles, très mises en valeur, et en plus dans une esthétique qui est celle des années 80, donc avec quelque chose un petit peu enfin une sorte de néoclassique comme ça, très géométrisé. Et en fait, ces jeunes gens, les vogueurs qui se retrouvent dans les clubs la nuit, en fait, représentent tout à fait l'inverse de cette espèce de réalité de papier glacé, puisqu'il s'agit de jeunes gens qui appartiennent à des minorités raciales, sexuelles, de classe. C'est des hommes plutôt jeunes, généralement plus ou moins orphelins, abandonnés, qui sont afro-américains, latino-américains, homosexuels et très pauvres. Donc vraiment disons qu'il y a une sorte de rencontre entre deux univers pratiquement totalement inverses. Et finalement, ces danseurs se réapproprient ces poses et inventent une danse. Donc il y a quelque chose là qui... Voilà une des questions posées pour moi par le voguing, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe finalement de pose et à du mouvement. et comment est-ce que de la succession de ces poses naît quelque chose qui est réellement du mouvement, qui n'est pas juste uniquement un enchaînement de poses. Et puis surtout, évidemment, les mouvements ne sont pas répliqués à l'identique, ils sont totalement réappropriés, déplacés, réinvestis, et finalement de cet état de fait presque assez violent, finalement, pourquoi finalement imiter ces mannequins qui représentent aussi quelque chose d'un peu abominable, etc. Eh bien, dans ce geste-là, il y a quelque chose de totalement vitalisant et de totalement singulier. C'est-à-dire que la danse est très inventive et c'est une danse subversive, une danse subversive, je dirais paradoxalement subversive. Donc voilà le voguing, voilà ce que c'est que le voguing.